Cet épisode contient des descriptions d'images de guerre, de violences coloniales, de mutilations et de représentations érotiques et pédopornographiques. Il s'adresse à un public averti. Merci de ne pas le faire écouter aux enfants. Dites photographie surréaliste et on vous répondra rêve, onirisme, poésie et douceur. Mais en 1934, une série de photographies surréalistes est publiée. On y voit des poupées juvéniles démembrées. Le titre est de l'artiste, Variation sur le montage d'une mineure articulée. Voilà le rêve dont on vous parlait, et il a le corps d'une enfant. Car la photographie surréaliste n'est pas née du hasard. Elle s'est bâtie sur des théories érotiques brutales. Et partout dans le monde, ces artistes ont fabriqué des images en réaction aux répressions coloniales et fascistes de leur temps. Voilà toutes les histoires qu'il nous faut raconter pour comprendre pourquoi ce mouvement, officiellement dissous depuis 1969, travaille encore nos pratiques photographiques. Dans cet épisode, je ne vous parlerai pas du surréalisme tel qu'on le présente d'habitude. Je vous montrerai ce que ces images font réellement et ce qu'on a préféré cacher. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Au début du XXe siècle, deux courants se disputent l'avant-garde européenne. Le cubisme et le futurisme. Le premier rompt avec l'académisme de ceux qui l'ont précédé, pour se concentrer sur l'objet et sur sa forme. Une question purement esthétique qui isole les cubistes de la société. Le futurisme, lui, prend son envol. Ce courant italien veut lui aussi briser avec le passé, mais sa façon de faire est tout autre. Les futuristes prônent la rapidité, ils célèbrent la machine, ils accompagnent l'industrialisation à grande échelle qui se répand dans toute l'Europe. Leur art, c'est l'étendard de la civilisation en marche. Le 20 février 1909, les lecteurs du Figaro ouvrent leur journal sur un appel à démolir les musées et les bibliothèques. La guerre y est célébrée comme seule hygiène du monde. Cinq ans suffisent, le temps que le manifeste vieillisse un peu et l'Europe s'embrase de toutes parts. La guerre traumatise tous ceux qu'elle croise. Il faut alors chercher un pays qui ne se bat pas. C'est dans une ruelle de Zurich que des poètes hurlent des mots qui ne veulent rien dire. Ils appellent ça Dada. Les dadaïstes baignent dans un nihilisme profond, pessimisme, désenchantement moral, mépris de la civilisation bourgeoise et de sa logique. De ce dégoût, ils tirent l'ambition d'anéantir la mémoire bourgeoise et son avenir, sans prévoir de bâtir quoi que ce soit à la place. Ce dégoût, toute une génération le partage, et il séduit la plupart des artistes occidentaux.
Le front est à moins d'une journée de train. Et pourtant, à Paris, la fête bat son plein. La vie intellectuelle et artistique repart de plus belle. Les festivités se succèdent, l'une tourne en dérision l'ennemi, certaines souhaitent susciter du courage, tandis que d'autres veulent simplement divertir les esprits. Dans l'une de ces fêtes, 3 jeunes hommes se rencontrent. Philippe Soupeau, André Breton et Louis Aragon. Ils se soutiennent, s'inspirent et s'élèvent. Paul Valéry les surnomme même les 3 mousquetaires. C'est ensemble qu'ils font paraître en 1919 une revue qu'ils nomment Littérature. Les premiers volumes sont plutôt sages, mais peu à peu, elle durcit le ton. Le but, écrivent-ils, n'est pas de classer, mais de déclasser. La même année, Breton et Soupeau écrivent. Ils écrivent vite, sans plan, sans correction, sans laisser la raison reprendre la main. Le texte s'appelle les champs magnétiques et leur méthode, c'est l'écriture automatique. Quand la Première Guerre mondiale se termine, les rêves de toute une nation refont surface. Et Breton veut profiter de ce moment pour fédérer les avant-gardes. Il annonce, en 1922, un congrès international pour la défense de l'esprit moderne. Mais Tristan Tzara, chef de file du mouvement Dada, refuse d'y participer. Breton riposte par un communiqué aux propos violents et xénophobes. La situation se retourne contre lui, faisant mourir le congrès avant même qu'il n'ait eu lieu. Désormais seul, il ne lui reste plus qu'à bâtir son rêve sans le soutien de ses pairs. C'est en octobre 1924, lorsqu'André Breton publie le Manifeste du surréalisme, que le nom de son mouvement est dévoilé au grand public. Dans ce livre, il intente un procès au rationalisme et au réalisme. Il les accuse de réprimer l'imaginaire et de restreindre l'individu à des représentations superficielles. Contre eux, Breton défend la toute-puissance du rêve, afin d'unifier le réel et l'imaginaire. C'est à cette occasion qu'une porte s'ouvre rue de Grenelle. N'importe qui peut y entrer, s'asseoir et raconter un rêve, une coïncidence ou un moment où la raison a lâché prise. Tout ce qui y est dit est retranscrit. Le lieu s'appelle le Bureau des recherches surréalistes et les récits recueillis rue de Grenelle paraissent dans le premier numéro de la Révolution surréaliste. Nous y sommes. Le mouvement a désormais un nom, un lieu et une revue. Assez pour que des artistes délaissent le dadaïsme pour le surréalisme. Mais il manque encore quelque chose pour convaincre les derniers détracteurs et faire reconnaître le surréalisme dans le monde entier comme un mouvement d'avant-garde unifié. L'idée d'unification s'accorde mal avec un courant qui veut rompre avec ses prédécesseurs. Mais les surréalistes ont appris des erreurs passées. Le cubisme avait provoqué une rupture esthétique. Le futurisme
une rupture politique, et le dadaïsme, une rupture des conventions. Eux ne veulent pas seulement détruire, ils veulent bâtir. En apparence, ils aspirent à se détacher de la réalité, exaltant la toute-puissance du rêve et la libre exploration de la pensée. Mais cela ne représente qu'une brèche superficielle, car la véritable rupture réside bien au-delà du rêve lui-même. Elle consiste à dire que le rêve échappe à la volonté de celui qui crée. La fracture touche donc moins la frontière entre le rêve et la réalité que l'idée d'un auteur unique et l'adoration qu'on lui porte. Voilà la rupture qui dérange, car depuis des siècles, la hiérarchie artistique repose sur une idée simple. Le génie d'un individu transcende tout le reste. Mais pour les photographes, la question va encore plus loin. 30 ans plus tôt, un groupe se penchait des heures sur leur tirage. Il grattait, il gommait, il ajoutait de la matière à la main, jusqu'à ce que l'image se confonde au fusain. On appelle ce courant le pictorialisme, et il a fait entrer la photographie dans les salons. Mais pour ce faire, il a dû la déguiser en peinture, pour la faire ressembler à de l'art. Les surréalistes en tirent une leçon. Plutôt que la technique raffinée d'un photographe, ils doivent privilégier le dévoilement de l'inconscient. Mais comment créer une image surréaliste avec un médium qui enregistre si fidèlement le réel ? Les surréalistes veulent s'éloigner de ce réel autant que possible, ne plus montrer la réalité, mais le rêve. Alors, leur seule option, c'est de trouver des moyens pour déréaliser les photographies. Aucun autre artiste du mouvement n'a ce problème. Le peintre part d'une toile vierge, le poète d'une page blanche, mais le photographe, lui, doit forcément partir de ce qui existe. Et cette solitude, elle a des conséquences. La plupart des photographes qui participent aux expositions et aux revues du groupe restent en marge. Blumenfeld, Moral et Tabar travaillent pour la mode, comme Man Ray. Raoul Ubach et Claude Cahun publient dans les revues surréalistes, mais sans jamais s'y fondre pleinement. Et Lucien Laurel pose un nom sur cette condition, le para-surréalisme. Alors, à différents enjeux, différentes techniques s'imposent. Là où les surréalistes privilégient l'automatisme, les photographes accordent de l'importance à l'accident, à l'erreur et au hasard. L'objectif, c'est de créer des méthodes où les décisions de l'artiste sont restreintes, voire totalement absentes. Mettre à nu son inconscient pour dévoiler sa créativité malgré lui. D'abord, le flou. Là où les pictorialistes le cultivaient pour prouver leur maîtrise, les surréalistes le laissent venir pour prouver le contraire. Puis, la pellicule, exposée 3 fois de suite, aléatoirement. C'est un cadavre exquis, dont personne ne maîtrise l'image finale. Et enfin, le photogramme, un objet posé sur du papier sensible, dans le noir, puis exposé quelques secondes à la lumière. L'appareil disparaît, le cadrage n'existe plus, et à vrai dire, le photographe non plus. Et à chaque fois, une même chose disparaît. La maîtrise. Voilà la rupture. Peut-être trop brutale pour être acceptée. Il faudrait, pour la faire passer, quelques ancêtres authentiques pour la légitimer. Au printemps 1928, on accroche des photographies dans l'escalier du Théâtre des Champs-Élysées. C'est le premier salon indépendant consacré à la photo. Au mur, André Kertész, Bérénice Abbott, Germaine Krull, Man Ray,
et 2 hommages, l'un à Nadar, le célèbre portraitiste, et l'autre à un vieil homme disparu tout récemment qu'aucun visiteur ne connaît. Pourtant, ce sont bien face à ces photographies que tout s'arrête. Il s'appelle Eugène Adjet. C'est devant ces clichés que tout se décide pour les surréalistes. Car placer Adjet au centre du salon, c'est conférer une légitimité et une crédibilité à leur perspective photographique. Convaincre les derniers indécis que le mouvement mérite d'être pris au sérieux, ancré dans le présent et pourvu d'une histoire. De quoi rassurer ceux qui redoutaient un nouveau courant, prêt à rompre brutalement avec le passé. Mais reste une question. Que font ces photographies dans ce salon? Parce que oui, elles offrent une garantie historique, mais Adjet n'a jamais dit appartenir à un courant artistique. Il vendait aux peintres des vues de Paris, comme un commerçant, pas comme un artiste. Et les surréalistes en ont pleine conscience, c'est pourquoi ils cherchent à justifier ce rôle posthume qu'ils lui ont accordé. Le premier à l'écrire s'appelle Robert Desnos. Sa chronique paraît dans Le Soir, le 11 septembre 1928, sous le titre « Les spectacles de la rue ». Il y compare Eugène Adjet au douanier Rousseau, un peintre français de l'art naïf, mort en 1910. Desnos s'efforce de l'ancrer dans la modernité. Et pour ce faire, il emploie, autant pour le peintre que pour le photographe, un seul et même mot, primitif. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne s'est identifié à un mouvement. Et forcément, le leur, le surréalisme, n'était pas encore né. Ils sont donc primitifs, ce sont eux qui ouvrent la voie. Impossible dès lors de dissocier les deux hommes. L'un est précurseur du surréalisme et l'autre précurseur de la photographie surréaliste. Et pour tenir ce portrait de pionnier, les avant-gardes écartent des pans entiers de son œuvre. Les arbres, les parcs, les scènes de vie, ils retiennent ce qui confirme leur hypothèse. Les devantures de coiffure et de corsetterie, les mannequins de cire, les prostituées, les intérieurs bourgeois, vides d'habitants. Ces sujets partagent tous ce même sentiment de malaise qu'on éprouve quand une situation familière se dérègle sans prévenir. Ce sentiment porte un nom, c'est l'inquiétante étrangeté. C'est exactement ce que produisent les rues d'Adjet, des espaces vides, spectraux par l'absence des passants. Le photographe semble y convoquer presque malgré lui une dimension fantomatique et morbide de Paris. Desnos est le premier à écrire ce mot, morbide. Selon lui, sous l'objectif d'Adjet, Paris se transforme en une scène de crime digne des plus grands romans policiers. Un mois plus tôt, le scénariste Albert Valentin publiait dans la revue bruxelloise Variété un récit dans lequel un détective soulève les paupières d'un mort en raison d'une croyance louche du XIXe siècle, l'optogramme. On croyait alors que la rétine des victimes assassinées gardait en elle imprimée la figure de leur meurtrier. Des médecins ouvraient alors l'orbite pour en retirer l'œil et ôter son cristallin, puis photographiaient ce qui restait au fond en espérant y lire le crime. En décembre, Valentin recoupe son propre récit avec l'optogramme et l'article de Desnos. Il conclut que le malaise provoqué par les images d'Adjet viendrait de marques de violence enregistrées sur la rétine de victimes. Le boîtier serait l'orbite, l'objectif le cristallin et le support sensible la rétine.
Cette logique de la morbidité photographique se répand tout au long de l'année 1928. Elle participe même à faire imposer Eugène Adjet comme une référence surréaliste pour le tout Paris. Et cela en à peine 7 mois. Gravé dans la mémoire collective comme l'avant-gardiste de la photographie moderne, c'est lui qui aspirera les photographes surréalistes à travailler dans la capitale. Grâce à l'œuvre d'Adjet et à l'accueil qu'on lui a réservé, Paris devient l'idéal rêvé de tous les surréalistes. Pour les hommes surréalistes, en particulier les photographes, le sujet de prédilection est la femme. Du moins, la féminité insaisissable, sensuelle et érotique. Et cette passion pour l'érotisme féminin trouve sa source dans les écrits du marquis de Sade, écrivain du XVIIIe siècle, célèbre pour ses œuvres érotiques et pornographiques, où le plaisir passe par la violence et la cruauté. De son vivant, ils lui valent l'antipathie des autorités, la prison puis l'asile, où il meurt en 1814. Un an après sa mort, son nom entre dans la langue française. Le sadisme, c'est le plaisir sexuel pris à faire souffrir l'être désiré. Les surréalistes ne sont pourtant pas les premiers à voir en Sade un auteur et non un débauché. 15 ans plus tôt, Apollinaire le publie et voit déjà en lui l'esprit le plus libre qui ait jamais existé. Mais les surréalistes vont plus loin encore. Ils en font un ancêtre. Selon eux, le marquis n'est pas une créature monstrueuse, c'est l'individu qui a eu le courage d'écrire ses désirs les plus sombres. De là, naît une idée. Pour atteindre l'objet de son désir, l'artiste doit s'y engager, s'investir et le fétichiser. Et dans ce système, l'être désiré doit réfléchir tel un miroir, celui qui le regarde. Alors les images se font plus offensives. Les surréalistes glorifient l'amour courtois, ils rêvent d'une femme unique et absolue, mais en même temps, l'élan de destruction les attire. Et la photographie explore cette frontière entre le plaisir et la souffrance. Pour atteindre ce miroir sadien, les photographes développent plusieurs méthodes. La solarisation, d'abord, une lumière introduite en laboratoire en plein développement. Man Ray et Lee Miller en font un procédé artistique en 1929. L'identification du sujet se complique et l'œil doit redoubler d'efforts pour comprendre ce qu'il regarde, retardant ainsi le désir. Puis vient la distorsion. En 1933, André Kertész photographie des corps féminins nus dans des miroirs déformants. En résultent 200 images, autant érotiques qu'agressives. Les corps gonflent, deviennent monstrueux, puis s'écoulent et se dissolvent dans la matière. S'ensuit le brûlage. Raoul Hubac soumet ses négatifs et ses tirages à toutes sortes de traitements physiques et chimiques, et il les brûle. Dans La Nébuleuse, en 1939, la pellicule fond sous les flammes. La silhouette féminine n'est plus qu'une forme évanescente. Enfin, la fragmentation. Jeu de miroir ou photomontage, nombreux sont ceux qui s'y ont essayé. Mais c'est sans doute la fragmentation de Hans Bellmer qui exerce le plus d'attrait. Ces poupées sont l'illustration la plus crue de ce que Breton théorisera quelques années plus tard, la femme-enfant.
En 1933, Hans Bellmer construit une poupée avec l'aide de son frère Fritz. Il la fragmente, la déforme, la démonte et la photographie. Deux histoires connues expliquent ces images. La première est politique. Cette année-là, les nazis prennent le pouvoir et le père de Bellmer est de leurs partisans. Le fils décide alors de renoncer à tout travail qui pourrait être utile à l'État, et la poupée devient ce travail inutile. La seconde, c'est un opéra. Bellmer assiste à une représentation des contes d'Hoffmann. Il y voit Olympia, la fille artificielle du docteur Coppelius, un automate dont un homme tombe amoureux. Mais il existe un troisième récit, et celui-là, on en parle moins. Un an plus tôt, une famille emménage dans l'appartement voisin de celui de Hans Bellmer. Parmi eux, sa cousine, une adolescente. Elle s'appelle Ursula Naguszowski. Il en fait une obsession au point de s'en inspirer pour sa poupée. Et c'est là que la notion de femme-enfant cesse d'être une simple idée conceptuelle. Chez Breton, la femme-enfant, c'est une figure, une muse sans visage, sans adresse et sans âge. Mais chez Bellmer, elle a un nom. Elle est lycéenne et elle vit sur le même palier que lui. Si vous regardez ces images, vous comprendrez. Les poupées sont dépourvues de vêtements. Elles n'ont pas le corps d'une femme adulte, mais celui d'une enfant prépubère, sans poils au niveau de la vulve. On les voit chaussées comme des écolières, le corps juvénile et démembré. En décembre 1934, la revue Minotaur leur consacre une double page. Le titre est de Bellmer, « Variations sur le montage d'une mineure articulée ». Des séries qui sont encore aujourd'hui saluées par nombre de contemporains. Les surréalistes croient fermement que cette innocence de la femme-enfant les conduira à la recherche poétique suprême. Une jeune femme, à peine adolescente, pas encore assez mûre pour avoir ses propres pensées, une écolière qui n'est pas là pour créer, mais pour retranscrire la dictée de l'artiste. Cette idéalisation s'imprime dans l'esprit des hommes du groupe, qui se mettent alors en quête de la muse idéale. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui entament des liaisons avec des femmes de 20 ans leur cadette. Plus que des amourettes de passage, c'est un fonctionnement systémique qui s'installe au cœur du surréalisme, sous le prétexte d'une théorie sadienne et freudienne. Le dispositif est profondément inégal, parce que les femmes sont jeunes et elles sont plus vulnérables. Et surtout, elles intègrent le mouvement dès 1929, autant dire très tard. Imaginez seulement, un an plus tôt, la révolution surréaliste célébrait le cinquantenaire de l'hystérie, qualifiée par Breton et Aragon comme la plus grande découverte poétique de la fin du XIXe siècle. Dans leurs pages sont reproduites à cette occasion des photos de patientes de Charcot, prises à la salpêtrière. Des femmes internées, saisies en pleine crise, redonnées à lire comme des poèmes. Voilà ce qui attend celle qui arrive. La femme a déjà été cataloguée du côté de l'extase irrationnelle et érotique. Elle est vouée à devenir un objet de désir, une muse. Les femmes du surréalisme n'ont donc pas les mêmes perspectives d'évolution que leurs homologues masculins. Elles pèsent
peu sur les décisions. Leur indépendance de création et de pensée est restreinte. Et si on les tient à l'écart des discussions sur la représentation sexuelle, c'est que pour beaucoup d'hommes, une femme est là pour satisfaire un désir, pas pour en avoir un. Malgré cette vision objectifiante du corps féminin, de nombreux artistes tenteront de s'approprier l'espace surréaliste, car aucun autre mouvement d'avant-garde n'égale alors ce lieu de contestation et d'expression créative. D'autant plus qu'elles forment entre elles un réseau de sociabilité qui leur permet de se fréquenter, de s'encourager et de se soutenir mutuellement. Mais une nuance s'impose pour les femmes photographes. Car la photographie est à cette époque l'un des rares moyens pour une femme d'atteindre une véritable autonomie financière. On peut la pratiquer sans formation académique et le marché est en pleine croissance. Celles qui intègrent l'avant-garde européenne ont déjà pour la plupart une carrière en cours. Ce sont des femmes autonomes, elles travaillent avec le langage d'un mouvement qui a fait de leur corps son objet. Claude Cahun, Dora Maar, Lee Miller. Une jeune femme est entrée dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine. Elle est là pour photographier une mastectomie. Et une fois l'opération terminée, elle repart. Avec le sein. Elle le porte jusqu'au bureau de Vogue, le magazine pour lequel elle a posé comme mannequin. Elle l'installe sur une assiette, avec une serviette, un couteau, une fourchette. Et elle photographie, jusqu'à ce qu'on les mette dehors, elle et le sein. Voilà comment on raconte l'histoire. Elle s'appelle Lee Miller, elle a 22 ans et son titre est littéral. Sein sectionné à la suite d'une chirurgie radicale disposée sur une table. C'est la première fois qu'une femme retourne la méthode surréaliste contre ses auteurs. Miller reprend l'inquiétante étrangeté et l'applique au banal. Elle fragmente le corps féminin, mais pour le ramener à la chair blessée et endolorie. Un thème que les artistes masculins se privent bien d'aborder. Lucie Schwab choisit vers ses 20 ans le nom de Claude Cahun. Un nom qui ne l'a dit ni homme ni femme, le neutre, écrit-elle, est le seul genre qui lui convienne toujours. À cette époque, le français ne lui offre pas la possibilité de l'exprimer autrement, alors je dirais elle, faute de mieux, en sachant qu'elle aurait préféré autre chose. Avec Marcel Moore, sa compagne et belle-sœur, elle se photographie en haltérophile, en poupée, en Bouddha, le crâne rasé, le visage peint. Une œuvre de femme, et à mes yeux la plus radicale que la photographie surréaliste ait produite sur le corps féminin. Mais ce n'est pas le seul point à noter. Selon ces historiennes, Claude Cahun est la seule femme admise dans les discussions politiques et théoriques du mouvement. Ni femme d'un surréaliste, ni muse d'un surréaliste, ni amante d'un surréaliste. Mais même cela ne suffira pas. En 1937, les deux femmes s'installent à Jersey. Sous l'occupation, elles fabriquent des milliers de tracts destinés aux soldats allemands. Arrêtés, condamnés à mort, graciés, leur travail, lui, restera au second plan. Il n'émergera des archives que dans les années 90. Quant à Dora Maar, elle construit une œuvre de photomontage à forte dimension onirique. Elle établit un parallèle entre le rêve et la réalité et convoque l'érotisme, le sommeil, l'œil, l'inconscient et la mer. Je ne développe pas sa pratique ici, car un épisode entier lui sera consacré, et il fera écho à celui dédié à Jacqueline Lamba et que vous trouverez dans le podcast Les Oubliés. Les femmes photographes du surréalisme se photographient entre elles et photographient les autres femmes artistes du mouvement.
Dora Maar a ainsi portraituré Nuche Éluard, Lise Deharme et Jacqueline Lamba. Lee Miller a photographié Leonora Carrington, Léonore Fini et Dorothea Tenney. Et tandis que leurs homologues masculins les saisissent en objets de convoitise, Maar, Miller et Cahin photographient des artistes. Des femmes, fières, joyeuses, souriantes, on les voit dans leur vie quotidienne ou devant leurs espaces de travail. Ce sont toutes des femmes vivantes, qui agissent, qui ont des passions, des carrières, des projets et des désirs qui leur sont propres. Mais dans le mouvement surréaliste, d'autres problématiques politiques existent. De 1925 à 1926, la France mène la guerre du Rif au Maroc. Les surréalistes suivent les nouvelles et voient surtout la propagande qui les accompagne, relayée par la carte postale sur lesquelles des photographies dévoilent des fosses communes et des têtes décapitées de riffins. En 1925, un vaste groupe de surréalistes signe une proclamation contre ces violences. Elle s'intitule « La Révolution, d'abord et toujours », car pour eux, l'Orient, c'est surtout une porte ouverte pour critiquer l'Occident, son embourgeoisement et son colonialisme. Reste donc à savoir ce que la photographie surréaliste fait de tout cela. La réponse tient en 2 images et elles sont plus troubles encore que le tract. D'abord, le violon d'Ingres de 1924. Kiki de Montparnasse pose nu, dos à l'objectif de Man Ray, la tête enveloppée d'un turban. Sur son dos, 2 ouïes de violon qui font d'elle un instrument dont n'importe quel spectateur peut jouer. Puis, 2 ans plus tard, le même photographe réalise Noir et Blanche. Kiki pose à nouveau, et cette fois-ci, elle a les yeux clos, la tête posée sur une table. À côté d'elle, un masque baoulé de Côte d'Ivoire. Le visage blême de la femme devient l'objet, tandis que le masque, lui, gagne en verticalité et en vie. Ces 2 images sont nées d'un même geste, celui de confronter le corps d'une femme occidentale à un objet oriental, puis africain. De simples formes qu'on dépose sur une table sans rien savoir des cultures dont elles viennent. Man Ray tire ensuite Noir et Blanche en négatif, et le visage de la femme devient noir. Le masque, lui, devient blanc. Et rien ne change. Si l'on peut changer les 2 couleurs sans que l'image perde de son sens, c'est qu'aucun des 2 termes n'est une personne. Voilà la contradiction. Le tract dénonce l'Empire, mais les images ne peuvent se défaire du vocabulaire visuel de cet empire. Pour les surréalistes, l'Orient et l'Afrique ne sont ni des territoires ni des cultures, mais des réservoirs à fantasmes, propre à la société qu'il dénonce. Anticolonialisme, antinationalisme, antipatriotisme, défaitisme, révolution. Ces mots-là ne restent pas à Paris. Ils gagnent toutes les branches du surréalisme. Au Caire, le 22 décembre 1938, le collectif Art et Liberté publie un manifeste qui retourne contre les fascistes leur propre vocabulaire.
Il s'intitule « Vive l'art dégénéré ». Ida Carr expose ses photomontages avec eux. Au Japon, Kansuke Yamamoto fait du surréalisme un bastion de résistance au militarisme. Et au Mexique, Manuel Alvarez Bravo travaille avec les surréalistes de passage. Partout, la même réponse résonne. La revue de Yamamoto est interdite en 1940 au nom des dites lois de préservation de la paix, et en Égypte, les revues du groupe est censurées et plusieurs de ses membres finiront en prison ou en exil. En France, le régime de Vichy voit dans les surréalistes des radicaux et des agitateurs. Alors, chacun doit choisir entre partir ou rester. André Breton et Man Ray choisissent l'Amérique. Claude Cahun et Marcel Moore ne quittent pas Jersey et leur tract commence. Raoul Hubac, lui, abandonne la photographie pour toujours. Lee Miller, elle, change de métier. Correspondante de guerre pour Vogue, elle fait partie des premiers photographes à entrer dans les camps. Elle photographie Dachau le 30 avril 1945. Le soir même, l'armée américaine l'installe dans un appartement réquisitionné. C'est celui d'Adolf Hitler qui vient de se donner la mort. Elle fait couler un bain, se déshabille, entre dans la baignoire et David Sherman déclenche. Sur le tapis de bain, ses bottes, encore couvertes de la poussière de Dachau. Après la Seconde Guerre mondiale, le surréalisme change radicalement. De retour à Paris, en 1946, André Breton tente de réorganiser le groupe. Mais il se heurte à l'existentialisme de Sartre et à l'hégémonie du Parti communiste. Inévitablement, le mouvement décline. Ce sont alors les femmes qui assurent sa continuité, et elles le font loin de Paris. De 1948 à 1951, en Argentine, la photographe allemande Grete Stern crée des photomontages pour illustrer les rêves des lectrices de la revue Idilio. Environ 140 images en 3 ans, où le surréalisme sert à dénoncer l'oppression des femmes dans la société argentine. Dans les années 1950, à Prague, la photographe tchèque Emila Metkova s'attache à l'irrationalité de la ville. Des objets, des murs, des espaces qui révèlent l'absurdité de l'Europe centrale d'après-guerre. À la fin de la décennie, au Mexique, c'est la Hongroise Cathy Horna qui construit des séries proches du conte, peuplées de masques et de poupées. Elle photographie la peintre Remedios Varo et en 1962 réalise Ode à la nécrophilie. Une femme y pose sur un lit de veillée, elle tient un masque mortuaire à la main et elle le regarde. C'est Leonora Carrington. En mars 1941, fuyant Vichy, Breton embarque à Marseille. Le bateau fait escale à Fort-de-France, où il découvre une revue, Tropique. Puis, il rencontre ceux qui la font, Aimé et Suzanne Césaire. De cette rencontre naîtra bien plus tard ce qu'on appellera l'afro-surréalisme. Le nom est de 1974, mais la pensée, elle, est là dès 1943, quand Suzanne Césaire écrit sur le surréalisme depuis la Martinique. Dans les années 70, l'afro-surréalisme s'associe au Black Art Movement américain et gagne de nouvelles disciplines, dont la photographie. Le médium y fabrique des réalités absurdes en réponse aux systèmes d'oppression occidentaux, travaillant le présent et les tragédies passées, la famine, les camps et les stérilisations forcées. Dès lors, il ne s'agit plus de fuir le réel, mais de le rendre visible par la déformation. Aujourd'hui, certaines pratiques photographiques portent cette empreinte sans la revendiquer.
car en afro-surréalisme, quiconque crée à partir de son expérience réelle est surréaliste, même s'il ne se le revendique pas. Le mouvement se dissout officiellement en 1969, et pourtant un siècle plus tard, des photographes s'en réclament encore. En 1977, Susan Sontag écrit sur la photographie. Elle y affirme que le surréalisme est au cœur de l'entreprise photographique, non pas à cause des trucages, mais à cause de ce que fait n'importe quel appareil, sans qu'on le lui demande. Il crée une réplique du monde, une réalité au second degré, plus étroite et plus dramatique que celle que nous voyons. Et Sontag va même plus loin, parce que selon elle, moins l'image est fabriquée, plus elle gagne en naïveté et en puissance. La solarisation, le brûlage, les corps déformés, tout cela serait passé à côté du véritable surréalisme. Les surréalistes croyaient puiser dans l'inconscient, mais Sontag leur répond qu'ils n'ont pas vu la seule chose vraiment insaisissable, celle qui rend toute photographie irréelle, le temps. Le réel ne se suffit plus à lui-même. Il faut le photographier pour qu'il le paraisse, pour qu'il paraisse réel une fois le temps écoulé, pour qu'il dépasse cette simple réalité, pour qu'elle devienne plus que réelle, surréelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Si vous, chère auditorice, vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de la photographie surréaliste, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi retrouver Nicéphore sur Instagram et TikTok pour poursuivre la discussion et découvrir encore plus de contenu sur l'histoire de la photographie. Prenez soin de vous et souvenez-vous, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.